Dans le cadre de ce webinaire, comme j'ai dit, ce sera plutôt un retour d'expérience et puis voir à peu près par rapport à tout ce qu'on avait fait dans le cadre du dispositif de SDB où on avait deux groupes en parentalité en savoir de base. Et actuellement, donc, nous avons un dispositif de formation qui est familier, justement, où ça consiste aussi à l'accompagnement à la parentalité et la remise à niveau en compétences de base et contre l'électronisme. Donc, à peu près, ce qu'on attend, c'est de voir quelles sera les plus-values pour améliorer aussi notre pratique en ce moment. Merci beaucoup, Tajidine. Bonjour, je vais prendre la suite de Tajidine que je salue. Je suis Bonjour, Ophélie Ophélie. Ravo, donc je suis chargée de mission nationale à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Je vous suis là depuis Lyon et donc je suis chef de projet sur le projet familier que vient d'évoquer Tajidine. Et moi, je suis là parce que je profite du fait que des partenaires mahorais soient réunis pour parler de parentalité, pour mieux percevoir justement la parentalité sur votre territoire. Merci, Ophélie. Chantier Mariam, je suis chargée de relations partenariales à la direction régionale Pôle emploi à Mayotte. Bon, Noé Passo, je suis donc le directeur du centre social de Mamoudzou, Mariam Bouanali, centre social donc porté par l'association Espoir et Réussite, voilà, qui est un peu, parce que tous les centres sociaux sont portés par les communes, on est le seul centre social qui est justement porté par l'Espoir et Réussite, voilà. Merci beaucoup. Mais bon, ben, moi, je suis Anissi Amada, je suis formateur intervenant au MAFOR. C'est juste que j'interviens dans le cadre des activités pédagogiques avec les stagiaires. Moi, c'est Slimane Zati, je suis auditrice d'intégration à l'OFI. Donc, nous accompagnons les premiers demandeurs d'une carte de séjour sur le contrat d'intégration républicaine. Et dans ce contrat, il est prévu des formations de langue, comme le français. Donc, c'est un parcours de 100 heures. Donc, je s'inscris à la vision binaire pour avoir plus d'informations par rapport à notre public, pour mieux les orienter sur des difficultés qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Et ça serait un point pour nous pour mieux les guider vers l'apprentissage de la langue française. Je voulais juste, Sacha, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, je voulais juste apporter une complémentarité donc par rapport au sujet de la notion de parentalité, c'est vraiment au cœur de notre action parce que le centre social porte justement ce projet, d'accord, où la formation des parents, c'est vraiment le cœur de nos préoccupations, surtout dans le village de Doujani, à Samaï. Et donc actuellement, juste pour vous donner une information, nous avons une cinquantaine de personnes qu'on a divisé en deux, c'est-à-dire la classe de première année et il y a un deuxième groupe qui suit. Les deuxièmes groupes, c'est-à-dire le deuxième année. Donc, Ouais. ces sujets-là, c'est vraiment le cœur de notre préoccupation. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là, pour avoir un peu des informations à ce sujet. Je vais me présenter. Je m'appelle Racha Mousdikoudine. Je suis chef de projet à la plateforme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme. Donc, depuis 2017, le CARIF OREF, hein, qui est en fait justement, comment dire, le précurseur sur l'île sur la lutte contre l'illettrisme, avec justement l'initiative de l'État et du conseil départemental, a depuis 2017 mis en place cette formation parentalité. Donc, c'était vraiment une formation à part entière sur les compétences de base, puisqu'on sait qu'à Mayotte, il y a 58% de la population en situation d'illettrisme, voire d'analphabétisme pur. En tout cas, notre public, c'est 80% des personnes de notre public, plus de 80% en situation d'analphabétisme. Et justement, cette année, malheureusement, nous avons dû renoncer pour des questions de budget. Donc, la formation territorialisée était déployée sur tous les territoires. Et justement, on a travaillé avec la commune de Mamoudzou jusqu'à l'année dernière, en tout cas sur les publics. On n'a pas pu couvrir toutes les communes, malheureusement. Il y a quand même le fait que c'est 58%, donc 58% de la population, ça représente quand même, ça représenterait 150 000 personnes sur le territoire à former. Donc, il a fallu faire des choix. Mais malheureusement, cette année, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas poursuivre la formation. D'où cette initiative que mon directeur a accueillie favorablement d'organiser ce webinaire à destination en fait, des professionnels ou même des parents. Parce que nous, parmi nous, il y a des parents, justement, qui souhaiteraient en fait avoir accès plus largement en fait, à ces questions-là. Donc, on va commencer le webinaire. Donc, je te laisse, Neïma, présenter ton expérience en tant que parent, te présenter déjà en quelques mots parce que tu ne l'as pas fait, et puis ton expérience en tant que parent parce que je t'avais envoyé un certain nombre de questions. Donc, j'adapterai en fonction des nécessités du webinaire. Ok, très bien. Bonjour à tous. J'espère en tout cas que vous allez très très bien.
Je pense que j'ai déjà croisé l'un d'entre vous, Noé. Je ne sais pas si on s'est déjà croisé dans un établissement scolaire. J'ai l'impression qu'on se connaît, mais en tout cas pour les autres qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Naïma, j'ai 32 ans, je suis maman de 4 enfants. Aujourd'hui, je vais me parler de mon expérience de parent, mais après, voilà, sans avoir une étiquette professionnelle à part entière dans ce domaine-là, en tout cas, mais juste une expérience de parent. Je suis professeure de sciences de la vie et de la Terre depuis 10 ans aujourd'hui, enfin presque 10 ans, et dans le secondaire. Voilà. Je suis passionnée par le développement personnel. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un humain et tout ce qui est psychologie du leadership, donc que ce soit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et donc, en parallèle de mon métier d'enseignante, je travaille en collaboration avec mon mari. On a créé une structure qui s'appelle Créa Entreprise. Donc, c'est en partenariat avec un leader mondial et ça nous permet d'accompagner au quotidien des personnes qui veulent donc améliorer leur bien-être et leur santé et tout ce qui est la gestion financière. Aujourd'hui, je suis aussi autrice parce que j'ai écrit 2 romans principalement. On les retrouve à la Maison des Livres, hein. Le premier s'appelle Comment je suis devenue prof et un autre roman qui s'appelle Transmission. Voilà, ce sont des romans, des fictions, mais on va dire que derrière, il y a une philosophie que j'aime partager. Voilà un peu à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ma présentation. Merci beaucoup, Naïma. Donc, on va poursuivre voilà, les questions. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes enfants, quel âge ils ont, leur niveau scolaire? Alors, le tout premier a 7 ans aujourd'hui, aujourd'hui même. Bon anniversaire à lui ou à elle. Merci, merci. Joyeux anniversaire. Ah, il y a 7 ans, je suis devenue maman. Donc, lui, il est en CE1. Et puis, la deuxième, donc, elle s'appelle Sarah, elle a 5 ans. Troisième, Aben, il a 4 ans. Et le tout dernier, ben, c'est un petit bébé qui vient d'avoir 1 an. Voilà. Et donc, ceux qui sont scolarisés, donc, c'est le plus grand qui est au CE1 et les deux qui sont en maternelle, GS et moyenne section. Voilà. Quelles sont tes préoccupations en tant que parent, Naïma? Disons que ce qui m'importe, c'est de pouvoir leur apporter une plus-value parce qu'on apprend le métier de parent, je pense, tous les jours. Et en plus, ce métier-là, ce métier de parent, bah, il change selon leur âge. On n'est pas les mêmes parents quand on a des bébés. Enfin voilà, il faut savoir se réinventer tous les jours. Donc ma principale préoccupation, c'est est-ce que je fais une plus-value pour eux? Est-ce que je leur apporte un plus? Ou est-ce que je leur enlève en fait? Donc c'est un peu bizarre d'expliquer ça comme ça, mais je pense que en tant qu'enfant, on sait que quand on pense à l'éducation qu'on a eue, parfois il y a des choses en fait qui nous ont manqué. Je parle même pas financièrement, je parle vraiment en termes d'apport psychologique. Voilà, il y a des choses qui peuvent nous manquer et j'ai l'impression, voilà, j'essaye de donner à mes enfants ce que je peux, en tout cas, sans parler de perfection, mais j'essaye de leur donner ce que je peux tous les jours et de leur donner surtout un accompagnement, une assise en fait plutôt on va dire, une assise, une confiance en eux. Voilà, j'aimerais qu'ils aient confiance en eux, en ce qu'ils veulent faire plus tard, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, j'essaye vraiment de leur donner cette vision-là de la vie en leur expliquant que de toute façon, tous ceux qui sont autour d'eux, ils ont comme eux les mêmes peurs, tout le monde a les mêmes appréhensions et donc finalement, on peut tous arriver à faire quelque chose sans se soucier voilà de ce que ça peut impliquer, enfin voilà, ce que ça peut impacter. Voilà, j'essaie de leur envoyer ce message-là et donc ma préoccupation principale vraiment, c'est vraiment qu'ils arrivent à avoir leur propre personnalité indépendamment de moi, que ça me plaise ou pas. J'essaye vraiment, voilà, qu'ils assument qui ils sont. Voilà, ça, je pense que c'est ce que j'aimerais en tout cas leur transmettre le plus. Bonjour Annick, je suis contente de t'avoir avec nous. Bonjour, désolée, c'était un peu la course ce matin, mais ça va, je suis là. D'accord, super Annick. Donc là, on a fait le tour de table Annick. Donc c'est très bien que tu te connectes maintenant. Je vais même pas te laisser te reposer parce que tu as plein de choses à nous dire. Donc ça tombe bien, tu viens au bon moment. Il y a Naïma qui vient de finir de se présenter là et on aimerait que tu te présentes. Justement, qui es-tu? Alors, moi, c'est Annick Fanamana. Donc, je suis maman, puisqu'on parle de parentalité, je suis maman de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ils ont la grande, elle va avoir ses 22 ans cette année. Le deuxième, il a eu 14 ans, le troisième, 12 ans et le dernier, 11 ans.
Je suis entrepreneur depuis 2008. Donc j'ai fait 10 ans en cabinet. J'avais fait 3 ans en cabinet en tant que collaboratrice. Et ensuite, j'ai créé ma boîte en 2009. Et depuis 2009, je suis entrepreneur. Le cabinet d'expertise comptable que j'avais créé avec Monsieur Hervé, on l'a vendu en 2016 et je me suis mise en conseil et maintenant formation depuis 2019. Donc, j'ai 2 boîtes de formation. Je suis depuis février 2023 directrice de l'école de musique. Ça commence à me prendre beaucoup de temps, mais ça va. Donc, Ah, voilà. justement, c'est très intéressant parce que à un moment ou à un autre, bah, tu nous parleras de tes astuces justement pour l'organisation, tout ça. Donc, tu nous as présenté un peu tes enfants, ce qu'a fait Naïma. Alors, quelles sont tes préoccupations ou quelle est ta préoccupation principale en tant que maman? Aïe, la préoccupation principale, c'est la réussite des études. Et Oui, l'éducation et excuse-moi. surtout la réussite des études. Ma préoccupation principale, c'est l'éducation des enfants, c'est la réussite des études qui est, bah, pour moi, c'est leur avenir. D'accord. OK. Est-ce que par rapport à tout ce qui a été dit, là, les préoccupations, est-ce qu'il y a un parent là qui voudrait intervenir justement par rapport à cette question de préoccupation principale pour les enfants? Moi, je m'exprimerai en tant que maman, mais très peu, mais justement en tant que chef de projet qui permet l'organisation de formation de parents en très grande difficulté en lecture, écriture et qui doivent justement accompagner les enfants. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le sujet, sur sa Je vais prendre la préoccupation? parole. Oui, oui, non, moi je pense que comme tout parent responsable, hein, comme tout parent responsable, je vais dire, la préoccupation majeure des parents, c'est la réussite et bien évidemment l'éducation de ses enfants. D'accord? Maintenant, dans notre société aujourd'hui, on voit de tout, hein, d'accord? On voit de tout, notamment nous qui est vraiment au cœur du social, hein, d'accord? On voit des enfants quand même qui sont très très abandonnés, d'accord, de leurs parents, ça c'est autre chose. Mais juste pour terminer là-dessus, même vous, je pense que tout le monde ici présent à travers cette réunion, ben, nos préoccupations tous, principalement, c'est la réussite et l'éducation de nos enfants. Ça, y a pas de photo, à moins que j'ai dit le contraire. Vous avez Voilà, très bien c'est dit, tout. Noémie. Exactement. Bah, la mienne aussi, c'est la réussite de mes enfants. Après, je rejoins un peu le point de vue de Naïma, c'est comment ne pas constituer un frein en tant que maman qui connaît, qui a déjà l'expérience, qui a tendance à faire beaucoup trop de prévention parfois. Comment faire en sorte qu'elles aient leur propre personnalité, parce que j'ai 2 filles de 7 et 9 ans. Sur le côté professionnel par rapport aux mamans que nous accompagnons, nous, notre préoccupation principale au sein du CARIF, c'est leur permettre d'avoir les outils justement pour pouvoir, ce que nous là, qui sommes là, qui avons réussi à nous connecter, qui pouvons prendre la parole en public, qui pouvons aller devant les professeurs, devant les différents responsables des établissements scolaires de nos enfants pour exprimer nos besoins à ceux de nos enfants. Beaucoup de nos publics au sein du CARIF-OREF n'ont pas cette chance-là. Donc, ma préoccupation en tant que chef de projet, c'est de faire en sorte justement que ces mamans-là, grâce au centre de formation ou les associations qui les accompagnent, que ces professionnels soient sensibilisés sur le sujet et que eux, les parents, quand ils sortent de formation, puissent avoir confiance en eux. Parce que Naïma avait cité tout à l'heure la confiance des enfants, en fait, mais elle a la confiance des parents aussi qui vont vouloir participer à la réussite de leurs enfants, mais n'ont pas, peut-être pas les mêmes leviers, les mêmes connaissances ou compétences que nous. Donc, je vais donner la parole à Mariam. Alors, moi, je rejoins un peu Madame Annick sur l'éducation, effectivement, parce qu'en fait, je suis maman de 4 enfants. L'aîné, il a 13 ans, il est au collège. Et donc, moi, c'est l'éducation qui est primordiale, d'échanger beaucoup avec eux pour ne pas qu'il y ait des tabous. Parce que moi, c'est ce que, en fait, j'ai vécu avec mes parents, c'était tabou, on ne parle pas. Et moi, j'essaie de donner cette liberté de parole à mes enfants qui échangent avec tous les aléas du quotidien, que ce soit au collège ou en primaire, les harcèlements et tout ça. Et donc, moi, c'est d'échanger, de donner la parole, de voir les exercices, de savoir c'est quoi ta journée type, c'est quoi ta journée d'aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, est-ce que ça s'est bien passé, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est l'équilibre, l'éducation et l'équilibre mental, l'équilibre dans tout, parce que moi, je suis beaucoup dans le milieu associatif
et milieux associatifs femmes. Et donc, on essaye de parler avec des femmes, avec des jeunes femmes surtout, via une de mes associations de débat. Ces débats, mais aussi de regrouper, d'échanger, de lever le tabou, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur l'éducation, et de partager aussi nos parcours. Moi, mon parcours scolaire et les leurs, que rien n'est donné, rien n'est acquis. C'est un combat de tous les jours, c'est un parcours avec des difficultés sur tout le chemin. Donc moi, avec mes enfants, moi, j'essaye d'échanger. J'essaye au niveau de l'éducation de vérifier. Je donne, je suis pas tout le temps derrière, mais je donne cette confiance en leur disant que je vous donne cette confiance en totalité, mais dès que je retire, je le retire. Voilà mon exemple. Merci beaucoup, Mariam. Binti, vous voulez vous exprimer? Merci, Binti. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Binti Atouman, donc je suis maman de 3 enfants. Et moi, par rapport à la préoccupation aujourd'hui, c'est que j'ai besoin plus d'outils. Parce que certes, l'éducation, c'est la finalité, mais comment faire pour pouvoir arriver à cette réussite? Je prends juste un exemple simple qui me préoccupe actuellement, c'est comment donner cette éducation, mais positivement. C'est-à-dire que par rapport à mes 3 enfants, parce que mon premier enfant, il a 11 ans, puis j'ai un 6 ans et 5 ans. Du coup, ça crie beaucoup, c'est un peu, je sais pas, j'arrive pas à trouver les bons outils pour pouvoir gérer des situations à la maison. Du coup, moi, c'est surtout en ce sens que j'aimerais avoir d'éléments pour pouvoir mieux accompagner mes enfants et mieux les éduquer. Parce que sur beaucoup de points où j'essaye de créer des outils moi-même, ça peut marcher pour un mois et ça peut ne plus marcher. Et moi, c'est beaucoup en ce sens, quel outil, par exemple, pour l'écrit, pour les pleurs, parce que j'ai vécu beaucoup de difficultés qui m'a tellement préoccupée. Aujourd'hui, je me suis dit que comment on fait les parents d'avant avec 5 enfants ou 6 enfants, j'en ai 3. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être débordée. Et je sais que c'est l'organisation qui fait tout ça, qui fait que peut-être que j'y arrive pas. Si d'autres parents peuvent partager comment ils font pour pouvoir gérer à la maison les devoirs, les cris, les pleurs, ainsi de suite. Voilà un petit peu ma préoccupation aujourd'hui. Merci beaucoup, Binti, pour votre intervention. Vous avez posé des questions très pertinentes et ça tombe bien. On va parler d'astuces pour l'organisation et le suivi de la scolarité. Donc, Naïma, est-ce que tu veux bien nous dire quels sont tes outils et techniques d'organisation? Alors, en fait, par rapport aux astuces, par rapport à tout ça, c'est vrai que moi, je m'aide un peu de mon métier pour la maison et je m'aide un peu de la maison pour mon métier. Bon, pour expliquer un petit peu, c'est vrai que la problématique du bruit, je trouve que tu as raison de souligner ça, Binti, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être très usant. Le bruit, quand quand il y a des cris, quand les enfants sont pas d'accord, et puis que, voilà. Franchement, il y a vraiment le bruit, enfin, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à gérer, c'est la gestion du bruit, c'est quelque chose d'extrêmement important pour justement pouvoir avoir l'énergie après. Voilà, surtout, voilà, moi, les miens sont vraiment, ils ont 1 an d'écart à peu près. Donc, voilà, quand ils sont pas d'accord, bah, ça se tape dessus, ça. Donc, c'est vrai que pour l'organisation, nous, on est très, très organisés. Alors, ça peut paraître un peu bizarre au départ, mais nous, c'est ce qui nous aide à justement être plus tranquille après et derrière. C'est-à-dire que, par exemple, dans la journée, on a un moment où les enfants, ils font la sieste, qu'ils aient sommeil ou pas. Parce que c'est le moment où nous, on récupère un peu d'énergie. Donc, ils sont sur leur lit. Ils savent qu'à ce moment-là, s'ils n'ont pas sommeil, ils ont un truc à lire ou bien en tout cas, ils sont dans un temps calme, un peu comme ce qu'on fait dans les petites écoles. Là, bon, c'est l'heure de la sieste. Donc, ça, on l'a pris depuis voilà, qu'ils étaient à l'école maternelle. Donc, ils ont commencé à faire ça à l'école. Et puis, nous, on a repris ça à la maison. Donc, ce temps calme, c'est le moment où moi, je me ressource. C'est le moment où le papa aussi se ressource. Donc, ça, c'est ultra important pour nous. Et le matin aussi, quand on se réveille, comme astuce, justement pour faire baisser ce niveau voilà. Le matin, ils font toujours des étirements. Enfin, c'est un peu comme du yoga. C'est pas du vrai yoga. Je connais pas les mouvements du yoga. J'en ai pratiqué, mais voilà, les enseigner, voilà. Mais on va dire, on fait des étirements. On a des moments dans la journée qui sont des temps calmes. Des moments où ils vont pouvoir respirer. On travaille beaucoup la respiration, donc surtout le matin,
lors de la sieste et le soir avant de se coucher, pour que justement ces moments-là où qui peuvent être un peu difficiles, bah, soient gérés justement. Et nous, ça nous permet de récupérer beaucoup d'énergie. Voilà. Et puis après, comme autre astuce, je ne l'ai pas précisé, mais je m'occupe de la scolarité de mes enfants depuis l'année dernière. Donc, on est obligé de s'organiser vraiment de manière efficace parce que derrière, où on n'est pas papa et maman, on est, on va dire, leur instructeur. Et puis, il y a les moments où on va s'amuser, il y a les activités, etc. Donc, on organise nos journées en fonction de ça. Et donc, la veille, avant chaque journée, on établit, donc ils écrivent dans leur cahier d'objectifs ce qu'ils vont faire demain. Comme ça, il n'y a pas de surprise le lendemain. Ils savent qu'en se levant, ils vont faire ça, et puis ils vont faire ça. Donc, ils savent à peu près ce qu'ils vont faire dans la journée. Il n'y a absolument pas de surprise, en fait. Et puis, dans ces moments-là, donc, ils savent que, voilà, le matin, ils vont d'abord s'étirer, puis après, ils vont manger, puis après, ils vont aller faire leurs activités, etc. On va corriger. Donc, ils savent à peu près. Donc, on organise, on va dire, la journée comme ça. Et nous, ça nous permet d'avoir vraiment des moments de calme. Et il y a aussi le fait que le papa travaille à la maison. Donc, il y a des moments où il sera en réunion, etc. Donc, dans ces moments-là, eux, ils savent ce qu'ils doivent faire aussi. Donc, si je peux donner un conseil là-dessus, après, c'est pas forcément que c'est parfait, mais le fait que les enfants sachent ce qu'on attend et que eux ils sachent à quel moment ils peuvent sortir, à quel moment ils peuvent faire ceci ou cela, eh ben, ça aide beaucoup, ça nous évite de répéter, de parler, de répéter, de dire, bah, là, c'est l'heure de faire ça, là, on arrête ceci, parce qu'ils savent déjà à peu près, voilà. Donc, moi, souvent, ce qu'ils me demandent, c'est maman, il est quelle heure? Parce qu'ils savent qu'à telle heure, ben, ils vont pouvoir faire autre chose. Enfin, ils me demandent pour pouvoir savoir ce qu'ils vont faire après, quoi. Voilà un peu comment j'organise ça. Et justement pour éviter, voilà, que ça parte un peu en sucette à ce niveau-là. Du coup, moi, j'ai une question, Naïma. Ça veut dire que tu as mis en place un planning écrit, c'est ça, à la maison? En fait, tout le monde a un planning. Ils ont leur planning, j'ai mon planning, mon mari a son planning, et chacun connaît le planning de l'autre. Voilà. On passe beaucoup de temps au début d'année pour la réorganisation et on se dit clairement les choses. Par exemple, en fait, quand on fait le planning donc, de la journée, on le fait ensemble. Et puis après, tous les soirs, pour parce qu'ils vont oublier, donc le soir, on fait les objectifs du lendemain. Donc, ils savent à peu près comment va se passer la journée le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça. C'est super cette notion d'objectif, hein. Alors, Annick, dis-nous tout, Annick. Alors, de ton côté, quelles sont tes astuces d'organisation? On a parlé gestion de bruit, moment calme, etc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, de ton expérience personnelle? Ton micro est coupé, par contre. C'est bon, là c'est bon. Je dis, j'ai pas autant de planning que Naïma. C'est très bien ce qu'elle a fait. C'est comment le fait de le revoir tous les soirs. C'est vraiment une bonne organisation. Alors moi, ce que j'ai pu faire, c'est plutôt les mettre en activité parce que vu que je travaille beaucoup et j'ai travaillé beaucoup. C'est leur donner un moment où moi je suis pas là. Je les ai mis en centre de loisirs tous les mercredis quand ils étaient petits. C'était leur activité sportive. Ils ont fait du foot, ils ont fait du basket. Et maintenant ils font de la boxe tous les trois, tous les quatre font de la boxe. Et aussi j'avais fait des cartes pour l'écran. C'est avoir du temps pour l'écran pour qu'ils puissent aussi s'amuser un petit peu, regarder un peu ce qui se passe aussi au-delà. Enfin, moi, je dis au-delà, c'est tout ce qui est écran. Et par contre, là, j'avais des cartes aux minutes où il fallait respecter les heures, c'est 30 minutes, pas au-delà. Et ensuite, au niveau des devoirs, il y a des heures de devoirs, telle heure, ben, on fait les devoirs. J'arrête de travailler, on se met tous à travailler. Des heures de lecture, on reste là maintenant, c'est la lecture. Tout le monde fait la lecture, mais moi, c'est 30 minutes, tout le monde a son bouquin et tout le monde lit. Donc ça, c'était quand ils étaient petits. Maintenant qu'ils sont grands, ils sont un peu plus difficiles à gérer parce ils sont quand même, ils ont 11, 12 ans et 14 ans, donc l'adolescence, la préadolescence. L'écran commence à prendre un peu plus de temps, mais je suis toujours derrière. Et les devoirs, ben, j'essaye toujours de les laisser par contre en autonomie pour qu'ils puissent mieux gérer eux-mêmes leur temps. Et tous les soirs, je suis sur leur pronote. Alors, est-ce que vous avez fait vos devoirs? C'est quoi les notes? Donc, maintenant, c'est eux-mêmes qui viennent vers moi dès qu'ils arrivent. À un moment, regarde, chacun amène le téléphone pour que je regarde les notes qu'ils ont fait. Donc, les notes qu'ils ont eues.
Donc, je pense que vu que j'étais derrière dès le début, ça a permis en fait petit à petit à les responsabiliser. Et celle qui est en métropole, quand elle est partie, j'avais la crainte parce qu'elle n'avait pas encore 18 ans. C'était toujours moi qui la réveillée. Mon gros souci, c'est que est-ce qu'elle va se réveiller pour aller à l'école? Alors, dis-nous, elle Mais se réveille? oui, elle a jamais été en retard. Ça fait 4 ans et toujours à l'heure à l'école avec ses bonnes notes. Donc, alhamdoulilah. Et je fais aussi, ben, je suis croyante. Donc, je fais aussi beaucoup de prières. Je demande beaucoup à Dieu l'aide parce que je pense que en demandant de l'aide à Dieu, Dieu nous aide aussi. Donc voilà. Tu es Amin, surtout Inch'Allah. très humble. Tu es surtout très humble, Annick, parce que j'ai l'impression que même si avec Naïma, vous avez une organisation qui est très différente finalement, j'ai quand même l'impression que bah, les bases sont les mêmes. C'est-à-dire encadrer les enfants, veiller à ce qu'ils aient des activités, veiller quand même à ce qu'ils puissent voilà, anticiper certaines choses et que finalement, bah, toi, tu as la chance aujourd'hui d'avoir une fille de 23 ans et de pouvoir apprécier en fait les fruits de toute l'énergie que tu as mis dans tout ça. Donc, je peux te dire bravo, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il y a des questions pour le public par rapport à tout ce qui vient de se dire? Est-ce que ça a fait émerger des idées, des questions? Dites-moi. Alors, moi, je voulais pas apporter une solution, mais je voulais juste saluer la place des femmes dans cette société, dans notre société éventuellement, parce que vous savez tous que nous sommes dans une société matriarcale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme joue un rôle social prépondérant dans la politique de l'organisation de la famille. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de à se voiler. C'est-à-dire que la femme aujourd'hui doit complètement avoir une organisation différente parce que surtout la femme mahoraise actuellement est en train d'anticiper, elle évolue, d'accord. Avant, on avait un peu cette culture qu'elle reste à la maison, entre guillemets, hein, qu'elle s'occupe de manger des enfants. Mais aujourd'hui, la donne a changé. C'est-à-dire que la femme aussi veut avoir leur indépendance. Et dans tout cela, l'homme n'accepte pas non plus le partage de travail. Je ne dis pas tout le monde, hein, mais il y a quand même des hommes qui participent dans tout cela. Mais vous le savez tous que la plupart de nos hommes mahorais, parfois, laissent complètement gérer toute cette situation-là à la femme, c'est-à-dire gérer l'éducation des enfants. Moi, j'en connais des hommes qui sont comme ça. Moi, je ne critique pas les hommes. Attention, les hommes qui sont là, je vous demande pardon. Mais juste pour dire que je salue aujourd'hui le courage des femmes mahoraises, d'accord, d'avoir justement cette... Parce que parfois, je vois les femmes qui arrivent à 17 h à la maison, fatiguées des embouteillages, doivent faire à manger, doivent s'occuper des devoirs des enfants. Parfois, elles peuvent se coucher à 11 h à minuit pour se lever très tôt le matin. Donc, vraiment, chapeau les femmes mahoraises d'aujourd'hui. Et je pense que je voulais juste apporter ce témoignage, mais il n'y a pas de solution miracle, hein. Donc, vous avez soulevé un peu éventuellement les solutions qu'on peut le faire. J'ai écouté un peu les solutions éventuellement, mais il faut sacré Et courage, vous, les femmes. Noé, Et et vous, Noé, félicitations, oui, et vous, oui, Noé, vous avez parlé, c'est oui, très oui. bien. C'est Je m'attendais à l'occasion cette sur le question. binaire, c'est l'occasion sur le binaire de Ouais, sensibiliser sur le sujet, parce que c'est vrai qu'on est dans une société très matriarcale. Regardons dans cette ouais, réunion, majoritairement, nous sommes des femmes. Je laisse les chiffres oui, parler. Ensuite, oui, comme on a l'opportunité de vous avoir avec nous, vous, oui. quelle Avec place plaisir. vous concevez, vous, personnellement, ou même si vous voulez parler de manière générale, l'apport des hommes par rapport à tout ça, des astuces, justement, on a parlé de bruit, de comment gérer, justement, voilà, il y a Binti qui a été très franche, qui a demandé, entre guillemets, de l'aide, des conseils par rapport à ça, à nous qui sommes ici. Donc, quel message vous voulez passer aux hommes sur cette question? Il y a pas de solution miracle. Je veux dire, aujourd'hui, il faut toutes les femmes qui travaillent, il faut l'implication des hommes. Vous savez, moi, je vais vous dire clairement, je prends mon anecdote. Moi, je suis de mère mahoraise et de père. Donc, ça fait presque 17 ans que je suis sur le territoire. Donc, avant, j'avais un peu cette culture où j'aidais la femme. Mais depuis que moi-même, je vous le dis, hein, je ne le cache pas, depuis que je suis dans ce territoire, j'ai pris un peu vous voyez, cette façon de faire où l'homme, on vient apporter à manger, mais c'est dans la culture même, donc quelque part, c'est les femmes aussi qui influencent. Donc moi, je n'étais pas comme ça du tout, mais le fait d'être influencé par cette façon de faire, mais je me suis assis aussi, mais bon, là, je suis en train de réfléchir. Il faut aussi que j'anticipe
dans l'éducation. Bah, attention, par contre, j'anticipe aussi, Dans quel je apport? Dans quel participe. apport? Quand on parle, parce qu'on revient sur le sujet, là tout à l'heure, vous Oui. citiez les bruits, qu'elle se sentait débordée, etc. Mariam, je te donnerai la parole, t'inquiète pas. Donc, vous êtes un homme, Noé. Donc, quelles sont les petites choses que les hommes peuvent mettre en place à la maison pour aider justement à ramener le calme à la maison, pour souffler un peu les femmes, les mamans? Alors, il faut se dire que l'homme doit aussi être le protecteur, le chef de famille. D'accord? On a beau dire que c'est la femme qui gère. Vous savez, il y a des trucs qui sont circulés sur Facebook. La femme a le rôle de ministre de l'Intérieur, la femme a le rôle de ministre de budget. D'accord? L'homme, c'est le ministre de l'Intérieur. D'accord? La femme, c'est la ministre de l'Enseignement et de l'Éducation. Donc, si je dis ça, pourquoi? Ça veut dire que l'homme doit assumer cette part de chef de famille, c'est-à-dire ce rôle un peu autoritaire. C'est-à-dire que quand il donne des ordres, il faut que par derrière, les enfants appliquent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu même une statistique qui a montré qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui délaissent complètement, justement par rapport à ce que je viens de dire, qui délaissent complètement l'éducation de leur enfant. Donc, à un moment donné, il n'y a pas de solution miracle. L'homme doit participer, même si c'est participer, mais participer en tant que chef autoritaire de la famille en disant, voilà, quand maman vous dit quelque chose, il faut le faire, il faut se calmer. C'est tout. Mais aujourd'hui, on est un peu, je suis désolé, hein, avec la société moderne, l'évolution de la société, avec l'arrivée d'Internet, Facebook, les parents sont dépassés. D'accord? Tout ce qu'ils voient sur Internet. Là encore, je vous donne une petite anecdote. D'accord? Là, on anime un centre culturel à Doujani, là. D'accord? Donc, il y a une animation avec la musique. Je vois des enfants de 3 4 ans. Mais comment ils dansent? Je dis, on est parti dans quel monde? D'accord? On est parti dans quel monde? Quand ils dansent comme les femmes qui... voilà, c'est des enfants. J'étais obligé de dire à l'animateur, non, 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 il faut qu'ils arrêtent de danser comme ça parce que ce n'est pas l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est pourquoi? C'est que le père a complètement abandonné ces enfants-là. Et pourtant, parfois, il y a des enfants qui sont encore avec les deux couples. Donc, ces enfants-là n'ont aucun repère de paternalité. C'est tout. Donc, à un moment donné, le père doit jouer son rôle, comme je vous ai dit, le ministre de l'Intérieur. Quand il dit quelque chose, il faut que ce soit accepté et fait. Et je pense que ça aidera beaucoup les femmes dès que l'homme a cette autorité-là. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a délaissé tout à la femme. Donc, à un moment donné, la femme n'en peut plus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Merci. Mariam, merci beaucoup, Noé. Mariam, vous voulez intervenir? Oui, bravo Noé, bravo de l'entendre. Je suis bien contente d'entendre tous ces informations et confirme parce qu'en fait, les hommes, je prends mon exemple, hein, les hommes, en fait, je sais pas, mais quand vous restez à la maison et que d'autres copains passent, voient que vous vous occupez de votre famille, alors là, c'est un drame. Et après avec des collègues, avec des connaissances, c'est exactement ça ce qu'on rencontre sur les territoires. Qu'on a honte, si mon copain passe, il voit que je fais la vaisselle, il va raconter ça dehors. Alors qu'en métropole, quand on est en métropole, c'est le contraire. Et dès qu'ils arrivent à Mayotte, c'est une autre personne. Je me permets de Ah, recentrer le sujet. Attention, la question c'était, attention, quelles sont vos astuces par rapport aux enfants, mais pas de créer le débat égalité homme-femme. Je sais que on non, peut faire un webinaire sur ça. Donc, je Mariam, si vous voulez intervenir sur, parce que j'ai posé la question à Noé, et c'est bien ce qu'il a dit, mais il est resté très généraliste hein, quand même sur la question. Que peut faire l'homme concrètement? Parce que les femmes se sont exprimées ce qu'elles font, Annick et Naïma, que je remercie. Mais on parlait d'outils à la maison pour notamment avoir le calme à la maison. Donc, est-ce que vous voulez partager vos outils à vous et vos astuces? Je peux prendre la parole, vous m'entendez? Oui, Alors, je vais me présenter parce que j'ai pas eu l'occasion de me présenter. Alors, moi, je m'appelle Abdallah Sofaouidine. Je suis formateur dans un centre de formation SMFP auquel je me trouve moi-même. Alors, je suis parent aussi. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. L'aîné, c'est un garçon de 5 ans. Et la deuxième, c'est une fille de 2 ans. Et j'ai une petite fille de quelques mois. Alors, j'ai écouté, je suis là depuis le début du webinaire, là, le moment où ça a commencé. J'ai quelques visages que je connais, y compris Annick, et on s'est vu quelque part sur pas mal des réunions ou des échanges dans ce genre de questions. Mais bon, j'ai eu aussi à former un groupe en tant que formateur quelque temps sur la parentalité. J'ai participé à des
formations d'hygiène auxquelles il y a eu pas mal des parents. La majorité partie des formations d'hygiène, la majorité sont des femmes et beaucoup de personnes âgées. Alors, on a eu pas mal d'échanges sur ce genre de questions auxquelles on est en train de parler maintenant. Pour ne pas aller loin, moi, la façon dont je m'organise à la maison, j'ai la chance que ma femme, elle est à la maison. Nos enfants sont petits, comme je viens de le dire. La façon dont on s'organise, ne serait-ce que sur la question de bruit, c'est vrai, ça dérange beaucoup, beaucoup. Et en même temps, moi, je forme aussi les écoles coraniques. Donc, je vois, je vis ça de temps en temps. Mais quand je me résume uniquement sur mon vécu à la maison chez moi, la façon dont on fait, nous, l'aîné qui a 5 ans, auquel on arrive à le canaliser un petit peu, plus que celle qui a 2 ans. Si on est en train de faire un exercice sur l'écrit, par exemple, et que je lui donne quelque chose, une feuille ou un cahier, j'essaie derrière à trouver quelque chose, une feuille aussi ou un cahier à donner à la petite qui a 2 ans, avec un stylo ou un crayon pour qu'elle soit aussi occupée. Sinon, j'arriverai pas, on n'arrive pas à la canaliser, on n'arrive pas à travailler, ne serait-ce qu'avec l'aîné. Donc, la façon dont on s'organise à la maison, on s'organise de cette manière. Il faut à ce que tout le monde soit occupé sur quelque chose pour qu'il y ait la tranquillité, pour qu'on ait à la fin le résultat qu'on a en avoir. C'est comme ça que nous, on s'organise par rapport à la question de bruit. Et bien évidemment, on a des heures, comme tout le monde a dit, comme Annick a dit, comme l'autre Naïma, je ne sais pas, je me suis pas, j'ai bien dit le nom, l'autre dame qui s'est exprimée au départ. Alors, la façon dont on s'organise, on a des heures, et il y a la sieste, bien évidemment, auquel tout le monde ça fait la sieste dans des heures vraiment bien précises. Le matin, on est tous ensemble en train de déjeuner, de parler, de voir comment on va gérer la journée avant que je parte pour aller au travail. Et le soir, il y a des heures des devoirs, et il y a des heures auxquelles on regarde tous ensemble quelque chose, soit à la télé, et avant d'aller se coucher pour que on se détende un petit peu. Bon, il y a des programmes de cette manière, mais par rapport au bruit, c'est comme ça que nous on fait, c'est qu'on occupe tout le monde pour qu'il y ait la tranquillité pour pouvoir travailler. Voilà. Et pour rajouter, par rapport à la question d'aide de la parentalité côté homme, moi, j'ai toujours expliqué à mes stagiaires auxquels j'ai eu affaire à travailler avec, que normalement, la question, c'est que nous tous parents, peu importe femmes ou hommes, on doit sentir qu'on est parents. La question, c'est pas de donner naissance uniquement, mais on doit sentir qu'on a une responsabilité qui nous incombe normalement à travailler, à être là, à aider, à partager avec nos enfants pour que à la fin, on a des enfants qui ont l'éducation qu'il faut qu'on aimerait avoir par rapport à nos enfants. Donc, tout le monde doit se sentir qu'on est parent. C'est vrai que souvent, nous, les papas, on donne naissance et on sent pas. On se dit pas, il y a pas mal de parents qui font ça comme a dit Noé, qui se rendent pas compte qu'ils ont donné naissance, qu'il y a un enfant derrière auquel il faut être là, il faut suivre, il faut écouter, il faut accompagner, il faut aider pour qu'à la fin, à l'image qu'on aimerait avoir. Mais surtout, le travail revient beaucoup au moment d'être là de temps en temps, mais ça suffit pas vraiment parce qu'il y a l'autorité que Noé a parlé à l'intérieur. Parfois, il y a des mamans très autoritaires auxquelles elles s'imposent plus que même des papas. J'ai vu des cas. Mais une fois qu'on est les deux sur place et que chacun parmi nous fait son rôle, on a l'éducation qu'il faut par rapport à nos enfants et on voit, comme a dit Noé, les enfants réfléchissent par rapport aux actes, par rapport aux gestes qu'ils font, non seulement à la maison, mais dehors de la maison. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Abdallah. On va continuer parce qu'on a quand même pas mal de questions à poser. Merci pour les interventions. On va essayer de faire un peu plus court, même si on est passionné, mais il y a tellement, tellement de questions. Alors, Naïma, on va reprendre par toi. Comment fais-tu pour suivre la scolarité de tes enfants à la maison? Donc, tu vas nous parler d'astuces, d'organisation. Oui, alors pour les astuces pour la scolarité, alors comme je l'ai dit, c'est un peu particulier parce que je suis en expérimentation IEF, donc l'instruction en famille. Donc c'est moi et en tout cas principalement le papa qui est l'instructeur des enfants. Comment on fait ça? Tout simplement, c'est nous on a les ressources, on a appris pas mal de ressources et derrière on essaye de
rester, de se former, d'avoir la pédagogie pour pouvoir leur donner le maximum. Moi, j'ai toujours eu des adolescents, je n'ai jamais enseigné à des petits, d'accord? Donc pour moi, c'est tout nouveau. Donc on cherche des astuces pour non seulement leur apprendre la base, hein, ABCD, écrire, enfin voilà, tout ça, c'est la base, mais aussi avoir la pédagogie pour le faire, parce que la pédagogie, c'est encore autre chose. Donc, voilà, et l'année dernière, donc on a eu une inspection, chaque année on a des inspections, donc l'année dernière, avec l'inspection, on a eu aussi beaucoup de conseils, parce que l'inspection nous a permis de voir justement comment on se situait par rapport au cadre scolaire, donc l'inspectrice nous a donné beaucoup de conseils et beaucoup d'autres ressources qu'on n'avait pas. Donc, on se les est procurées et effectivement, le fait d'avoir eu l'accompagnement de quelqu'un qui, justement, est dans la scolarité des petits, donc qui connaît bien, ça nous a encore aidé à avoir encore plus de ressources. Pour donner un exemple, mon fils, il aime bien apprendre. Donc, c'est plutôt aisé de dire, OK, 6 plus 1, 7 plus 2, donc il aime bien ça. OK? Mais par contre, quand l'inspectrice lui a demandé si je prends 6 ballons, que je rajoute 2 ballons, ça fait combien? Il a regardé comme ça, il comprenait pas. Et donc, c'est là qu'elle nous a dit, ben voilà, il a, par exemple, lui, dans la manière dont il apprend tout de manière mécanique. Et il aime bien apprendre à additionner, soustraire, même diviser, hein, parce que vraiment, il a, on va dire, beaucoup d'avance au niveau, si on regarde juste les notions. Mais en fait, il comprend pas bien. Et lui, il faudra, par exemple, retourner aux exemples de la vie normale. Et quand vous faites une recette de gâteau, par exemple, vous dites, OK, Imran, là, je fais un gâteau avec cette recette. Si je veux doubler le gâteau, je dois prendre combien d'œufs? Donc voilà, moi, j'ai bien aimé cette approche avec l'inspectrice parce qu'elle nous a aidé à comprendre que justement, parce que nous, on avait constaté que les enfants ne fonctionnaient pas pareil. Mon aîné n'a pas du tout le même fonctionnement que ma deuxième, par exemple. Et elle a su nous donner les mots pour bien définir qu'est-ce qu'il faudra apprendre avec lui, qu'est-ce qu'il faudra pas faire avec la deuxième et pour le troisième qui commençait. Donc ça nous a beaucoup aidé. Je crois que l'inspection, il y avait aussi une psychologue à côté. Et donc les deux, le point de vue de l'inspectrice et le point de vue de la psychologue, nous a aidé cette année à mieux, on va dire, cerner comment voilà, on va leur apprendre les choses. C'est vraiment le côté pédagogique. Voilà, donc moi, ils sont encore tout petits, hein, j'ai pas des grands, donc voilà un peu nous comment on s'est organisé. Et puis quand ils reprendront l'école, on va dire normale, ok, on essaie en tout cas de leur donner toutes ces bases-là pour que quand ils reprendront l'école normale, ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, que ce soit dans tel ou tel domaine scientifique ou littéraire ou autre. Qu'ils aient en tout cas, nous, ce qu'on veut leur donner, c'est les bases, vraiment les bases, qu'ils aient toutes les bases pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Voilà. Merci beaucoup, Naïma. Donc, Annick, alors Annick, tu as des grands. Je suis complètement d'accord avec Naïma, c'est que il faut savoir que le bac, ça se prépare pas en terminale. Le bac, comme je dis tout le temps à mes enfants, le bac se prépare depuis la petite section. C'est-à-dire que dès qu'on a mis une bonne base, on a préparé l'enfant à raisonner, on l'a préparé à réviser ses devoirs tous les jours, ça lui permet d'avoir une base pour que quand elle commence à être indépendante, je veux dire autonome plutôt, dans ses cours, qu'il sache où aller chercher. Alors, qu'est-ce que moi j'avais mis en place dès le début quand mes enfants ont été scolarisés, c'est que j'ai jamais fait ce que l'enseignant n'a pas fait. C'est que je regardais les cours et à chaque fois que l'enfant finissait l'école, explique-moi qu'est-ce que tu as fait à l'école. Donc, ça va être des petits résumés. On a fait ça, on a fait ça. Et puis, quand on fait les devoirs, je leur demande de m'expliquer le cours. C'est pas, va apprendre, c'est explique-moi qu'est-ce que tu as compris dans ton cours. Et ensuite, on fait le cours ensemble et on fait les devoirs. Enfin, je les laisse faire leurs devoirs qu'il y avait à faire à l'école. Et j'avais toujours et même maintenant, j'ai toujours un livre en plus. Donc, les exercices qu'on achète, bon, je les achète à la maison des livres. Et dès qu'ils ont fini un cours, ils font l'exercice dans le livre, ce qui leur permet de réviser en quelque sorte ce qu'ils ont fait. Et pour que je me repère aussi pour savoir si, bon, parce que des fois, je suis fatiguée, j'ai pas eu le temps de voir le cahier, c'est que à chaque fin de page, je mets ma petite signature. Je mets vu et je mets mes initiales. Comme ça, je sais que j'ai vu la page et on a fait l'exercice. Ça, si, par exemple, pendant 2 jours, j'ai pas vu, je tourne, je vois combien de pages j'ai pas fait et puis ça me permet de rattraper un peu mes retards.
Voilà, c'est un peu, en fait, c'est surtout ça. Et ça permet, en fait, ça permet à mes enfants maintenant qu'ils sont grands. Enfin, le dernier, il a 10 ans, ils sont tous au collège. Maintenant, c'est quand ils ont leur cours, ils savent tout de suite qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on a fini les cours, bah, expliquez-moi qu'est-ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez des devoirs? Non, on n'a pas de devoirs. Ben, va chercher ton livre. Et puis, en fait, ils deviennent très vite autonomes. Quand on leur donne une base dès le début, ils deviennent tout de suite enfin, rapidement autonomes parce que moi, je vois la petite, celle qui a 12 ans, elle, en CM1, déjà, je regardais plus. C'est elle qui me disait, maman, j'ai fait ça, maman, j'ai fait ça. Elle faisait ses devoirs toute seule. Donc, c'est la base. Il faut, dès le début, dès la petite section, avoir une méthode de suivi et puis leur donner une base pour qu'ils deviennent très rapidement autonomes. Merci beaucoup, Annick. Merci, Naïma. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées toutes les deux? Parce qu'on a parlé d'astuces, d'outils, mais justement, est-ce que parmi toutes les choses dont on a parlé, il y a quand même eu des difficultés? Vous pouvez en citer une ou deux chacune et vous compléter comme ça, ben, ça permettrait à nous tous qui sommes là, surtout nous les parents, d'avoir quelques retours sur expérience. Qui veut commencer? Bah, je vais commencer. Alors, les difficultés, c'est bah, quand ils n'ont pas compris, c'est trouver l'astuce, comment leur faire comprendre le cours. Parce que je suis pas enseignante. Donc, et les méthodes, bon, des fois, c'est écrit dans un cahier, des fois, dans les livres, des fois, c'est pas écrit. Donc, c'est trouver des méthodes toute seule. Bah, moi, ce que j'avais fait, j'avais utilisé au niveau des maths, j'avais utilisé l'ancienne méthode qu'on avait fait à l'école avec les bâtonnets. Donc, j'étais allée chercher les bambous et j'avais coupé. Et puis après, bon, on a joué avec ça, on a fait des jeux. Elle m'a dit, mais maman, pourquoi tu nous donnes les bambous? Je dis, mais c'est ce que j'utilisais. Elle m'a dit, mais tu peux prendre mes crayons. J'ai dit, non, 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 tes crayons, c'est pour colorier. On prend les bambous. Et aussi pour la division, je vois aussi avec les profs. Quand j'y arrive pas, je vais voir avec les profs, je leur demande des conseils et ils me donnent des conseils, ils me disent tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Et puis bah voilà, c'est les difficultés, il y en a et en fait il faut savoir où est-ce qu'on peut se renseigner, qui peut nous aider. Et ça c'est important. C'est important, il faut pas rester sur ces difficultés et dire ah mon enfant il arrive pas, bon c'est pas grave s'il a des lacunes et puis il fera tant pis s'il est pas fort en maths, il fera en littéraire. Il faut donner la chance à l'enfant d'être bon partout. Moi, je leur ai dit, comme la petite, quand c'est la première, je lui ai dit, moi, je te dis pas quel métier il faut faire. Je t'oriente pour que tu puisses avoir la chance de tout faire dans ta vie. Tu peux, si tu arrives à faire des matières scientifiques, tu arrives à faire un bac S, ça, avec ça, tu peux tout faire. Donc, ne pas s'arrêter sur les difficultés parce que l'enfant n'arrive pas à travailler en français. Donc, on va dire, ah, ben, il est bon en maths et puis bon, on va s'arrêter là. Il faut vraiment ouvrir l'enfant à tout et demander de l'aide. Il faut pas hésiter. Merci beaucoup, Annick. Alors Donc, toi, voilà. Naïma, quelle a été ou quelle est ta difficulté principale, justement? Alors, si la question c'est par rapport à la parentalité en général, je dirais que ma difficulté principale, c'est la gestion des émotions et apprendre aussi à mes enfants à gérer leurs émotions. Donc, ça, c'est quelque chose, enfin, c'est les émotions et l'énergie. Je pense que c'est deux choses que moi, j'ai eu beaucoup à travailler. Donc, comme j'avais à le travailler, bah, comme par hasard, mes enfants doivent le travailler aussi. Donc, oui, on essaie de trouver des astuces pour savoir comment s'exprimer quand on n'est pas content, par exemple. Voilà, donc ça, c'est des choses on essaie de faire avec les enfants. Comment on s'exprime quand on est très triste? Est-ce qu'on a le droit, quand on est triste, de dire ah oui, pas parce que, enfin, ça peut arriver. Oh, voilà, j'aurais aimé que tu ne naisses pas. Moi, j'ai mon fils qui m'a dit ça pour le petit. J'ai dit, mais il faut pas dire ça va trop loin. Donc, la gestion des mots, la gestion de tout ça et j'ai l'impression de me retrouver moi quand j'étais petite avec mes frères, avec mes sœurs. Donc il y a des choses en fait que j'essaie de travailler avec eux, c'est vraiment sur les émotions fortes. C'est quelque chose qu'on essaie vraiment de travailler, que je travaille encore comme je vous ai dit. Et justement c'est pourquoi nous le repos est très important dans ce qu'on fait parce que justement quand on est bien reposé, qu'on a fait la sieste, que le matin on s'est réveillé, qu'on a fait tout ça, les journées se passent nickel. Voilà. Et donc je leur montre aussi que généralement quand on a plus d'énergie, qu'on a eu un temps pour se ressourcer, il n'y a pas de souci derrière. On peut pas faire des choses qu'on regrette ou prendre un cahier, voilà. Donc, c'est vraiment la gestion des émotions, nous, ce qu'on travaille.
beaucoup et la gestion de l'énergie. Voilà, parce que si on manque d'énergie, on peut pas non plus, on peut pas travailler. On peut pas faire quoi que ce soit si on manque d'énergie. Et moi, par exemple, mes enfants, ils me voient tous les matins, je fais 40 minutes de sport. Alors, quand ils se réveillent et qu'ils me voient faire du sport, ben, parfois, je les vois en train de dire, bon, ben, maman, moi, je vais faire 20 minutes, tu mets mon chrono à moi. Ça me fait rire parce que je leur dis pas de faire du sport, ils sont tout petits, pas à ce point, pas comme je fais, mais ils le font. Et je trouve que derrière, ben, ça aussi, ça a un gros impact. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée, en fait, moi, pour moi. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment, voilà, ce qu'on essaie de gérer, c'est vraiment ça, la gestion des émotions et d'énergie. Voilà. Merci beaucoup, Naïma. Alors, les activités extrascolaires. C'est Annick, tu as partagé déjà ce que tu fais comme activité avec les enfants. Donc, on va peut-être commencer par toi. D'où ça t'est venu de choisir une activité au lieu d'une autre? Voilà, explique-nous comment est venu tout ça. Alors, au niveau des activités, j'avais commencé parce que quand je voyais, je voulais pas en fait qu'ils passent tout leur temps devant la télé. Vu que je travaillais beaucoup, j'étais tout le temps avec eux, donc j'ai préféré leur trouver des activités. Et c'était difficile à trouver vu on n'a pas grand-chose à Mayotte. J'ai commencé par les placer en centre de loisirs tous les mercredis. Mais après, il me restait les autres jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Après, quand ils ont pu faire du sport, ils ont commencé à faire du foot. Ils ont choisi, je leur ai posé la question. Le grand, je dis, bah, qu'est-ce que tu veux comme activité? Il dit, ah, bah, je ferais bien du foot. Et après, la grande, j'ai voulu qu'elle fasse du sport parce qu'en fait, vu que à la maison, on mangeait pas beaucoup de sucre et on lui donnait les goûters à l'école. Et vu que à l'école, au début, les goûters, c'était très sucré, il avait pris du poids, mais en un an, et j'avais rien compris. Je dis, oh là là, il faut qu'elle fasse du sport, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je lui ai amené dans tous les sports parce que je voulais pas la forcer à faire du sport. On est arrivé, un jour, je dis, ah, j'ai vu une affiche de karaté. Je dis, bah, tiens, ça te dirait d'aller voir? Elle dit, oui, oui, je l'amène. Elle dit, ah oui, ça me plaît. Donc, elle a commencé à faire du karaté. Et ensuite, elle a continué le karaté. Le grand, il a suivi. Puis quand on a arrêté, quand le maître ne pouvait plus, le grand a commencé avec du foot. Et ensuite, il y a eu le basket. Ils ont changé. Mais on ne veut plus faire le foot. C'est toujours eux qui choisissaient. Et à côté, j'avais trouvé, je dis, bah, on va pas faire que ça parce qu'il reste encore les autres jours. Pour moi, c'était vraiment les occuper pour qu'ils soient pas devant la télé. Et j'ai trouvé à me taper la peinture. Donc, ils ont fait de la peinture. Et ensuite, il y avait pas encore des jours. Je les ai inscrits à la musique. Bah, jusqu'à maintenant, ils continuent la musique, mais par contre, la peinture, ils ont arrêté parce que bon, celui qui faisait de la peinture est parti. Et maintenant, ils ont tous arrêté le foot. Ils sont tous allés à la boxe. Et maintenant, ils font de la boxe, plus la musique. Donc, c'est ce qu'ils font en extrascolaire. Ah, tu vas nous dire jusqu'où ils sont allés à la boxe. On Ah, garde le suspense. Et alors Eva ouais. va d'abord nous livrer les activités extrascolaires qu'elle propose à ses enfants. Et puis toi, tu nous diras jusqu'où tes enfants sont allés. Ok, alors moi, comme ils sont petits, bah, justement, la majorité des activités sont ouvertes, on va dire, à partir de 5, 6, 7 ans. Donc voilà, on veut qu'ils fassent tout ça tous ensemble. Donc au départ, on a voulu les inscrire au taekwondo, mais bon, on est parti à 2 séances, on n'a pas vu de maître. Pourtant, bref, donc voilà, on a dit aux enfants, là, taekwondo, là, cette année, c'est pas sérieux à Mayotte. Donc, ils n'ont pas pu faire ça. Vraiment, ça nous tenait à cœur qu'ils fassent vraiment des arts martiaux. Et puis, même eux, ils avaient envie de le faire. Donc, voilà, on a opté pour ce moment-là. Donc, faire des moments juste, ils sont dehors et puis ils jouent. Et puis, c'est pas mal non plus. L'année dernière, ils ont fait la natation pendant une année. Et bon, pareil, donc cette année, l'association qui s'occupait donc de ça n'a pas pu réouvrir ses portes. Donc là, c'est moi qui me charge de la natation. Donc je suis pas maître nageuse, mais c'est moi qui fais leurs cours de natation parce qu'ils ont déjà un tout petit niveau, donc une aisance aquatique. Donc je m'occupe du reste. L'idée, c'est simplement qu'ils apprennent à nager. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et puis après, qu'on se défoule aussi, qu'on ait des activités en dehors de la maison. Et puis voilà, il y a les cours d'arabe. Donc mon fils plus grand était inscrit à des cours d'arabe. Donc là, c'est moi qui prends le relais. Donc voilà, tout simplement pour qu'ils puissent comprendre quand ils vont apprendre le Coran, tout ça, pour qu'ils puissent comprendre au moins ce qu'ils lisent. Voilà, c'est important aussi pour moi. Très important qu'ils prennent pas les choses
juste comme ça, mais qu'ils comprennent un petit peu, puis qu'ils se fassent son propre avis. Enfin voilà, ça c'est important pour moi. Donc on va dire c'est principalement ces trois choses-là qu'on essaie de mettre en place donc pour eux, pour qu'ils puissent voilà à la fois s'éclater, mais aussi apprendre des choses qu'ils n'apprendront pas dans un programme scolaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on a d'un côté une maman qui a pu avoir la chance que toi, tu as cherché Naïma, mais ça n'a pas été possible, donc tu as dû t'organiser. Encore une fois, les mamans, comme disait Noé tout à l'heure, ont beaucoup. Et Annick, qui a pu quand même inscrire ses enfants à la boxe et qui va nous dire jusqu'où ses enfants sont allés. Alors, je sais pas. Alors, c'est juste pour vous dire que quand on s'investit, quand l'enfant fait quelque chose qu'il aime et puis qu'on est derrière, en fait, c'est nous qui sont fatigués. Est-ce que quand je vois, nous, on habite à Tararano, j'ai fait tout 3 fois par semaine, je fais l'aller-retour. 20h, on arrive à la maison à 20h30. Et je les ai accompagnés. Je les ai vraiment accompagnés. J'étais derrière eux quand il y avait les tournois intersport, interclubs, ils perdaient. Puis j'étais là, je leur disais, mais il faut pas perdre, c'est pas grave. Demain, tu vas gagner, c'est pas grave. Et les amener à rando avec des grands qui duraient 4 heures, 5 heures, et ils étaient là, mais ouais, j'ai mal aux pieds. Mais imagine, il y a l'adversaire qui est là, qui est plus fort que toi. Il faut que toi, tu sois fort. Donc, je les ai accompagnés comme ça. Et l'année dernière, je les ai accompagnés. Ils ont eu tous les trois, ils étaient champions de Mayotte. Donc, je les ai accompagnés à Métropole. Je dis, bon, allez, j'arrête tout là. Je vais vivre l'aventure avec eux. Et alhamdoulilah, j'ai eu 2 champions de France dans leur catégorie et un vice-champion. Et là, je suis obligée, cette année, j'ai dit, bon, on rentre trop tard, je suis fatiguée, je m'endormais sur la route. Donc là, j'ai dit, bon, non, on déménage, enfin, on déménage pas, mais plutôt dans la semaine, on dort ici, on dort à Msapéré, parce qu'on rentre plus, pour qu'ils puissent toujours être à leur sport et continuer à s'exercer et à être là tous les jours, à tous les entraînements, parce que dès qu'on rentre l'entraînement, en fait, quand on n'est pas régulier, quand on n'est pas assidu, et puis même pour eux, hein, des fois, à un moment, j'ai pas envie, ah non, 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 tu vas, parce que faut penser aussi, enfin, moi, je pense aussi à leur santé, ce qui fait que je les accompagne. Je suis tout le temps derrière eux, même le grand, des fois, il me dit, mais tu peux nous lâcher. Je dis, non, 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 je vous lâche pas. C'est super. Merci beaucoup, Annick, pour ce partage d'expérience. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui veulent réagir par rapport à tout ce qui vient de se dire? Bah, moi, si je peux me permettre, Racha, parce que Annick, je trouve ça vraiment magnifique, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, les accompagner pour qu'ils puissent faire des choses, et puis voilà, mais donc, je trouve ça vraiment magnifique de justement, trouver le temps, l'énergie, la motivation, la discipline, parce que quand tu fais un sport, c'est la discipline avant tout, pour que tu puisses les accompagner toi aussi, pour qu'ils aillent vers ce qu'ils aiment. Franchement, je trouve ça top. Bravo à toi. Merci, merci. Alors, les autres qui êtes là, vous nous entendez? Qui veut intervenir? Ok, bon. Donc, on va continuer avec les questions. La place des écrans et des livres. Est-ce que vous voulez partager un peu votre expérience par rapport à ça? Naïma, je commence par toi. Ok, bon, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, les écrans, ça remplit quand même la vie de beaucoup de familles, voilà, nous y compris. Donc, nous, on n'a pas de télé. On a fait le choix de ne pas avoir de télé depuis que mon petit avait 1 an, je crois, à peu près, le tout premier. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas cet appareil-là. C'est super pour moi déjà et pour eux aussi, je pense. Donc, il n'y a pas déjà cette tentation ni même cette habitude pour eux de regarder quoi que ce soit à la télé. On a plutôt, donc, quand ils veulent faire quelque chose, ils prennent, il y a les romans, il y a les livres, il y a plein de ressources à ce niveau-là. On essaye même aussi de changer puisqu'ils connaissent un peu les livres qui sont ici. Donc, on va à la bibliothèque de Cavani, on change. Et là, on prend des livres que eux, ils peuvent relire, voilà, qu'ils peuvent regarder. Le tout petit, il regarde plutôt les images et puis il apprend à peine à lire. Et les autres savent lire déjà. Donc, ce qu'on fait, c'est, voilà, on essaie de changer, voilà, c'est pour qu'ils puissent avoir envie. Et puis moi, ils ont tous mes livres à moi, mes romans. Il y en a que j'ai depuis que je suis jeune, que j'ai encore aujourd'hui. Et pour eux, c'est le grand défi, c'est-à-dire que c'est le jour où ils arrivent à lire une phrase de mon livre, d'un roman où c'est marqué à partir de 11 ans, mais ils sont contents, voilà. Et puis j'ai tous mes livres pour l'enseignement, donc mes livres des SVT. Donc normalement, c'est pour que je prépare mes cours. Mais on va dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, on connaît à peu près ce qu'on veut. Donc moi, mes livres, je dois les laisser à eux. Donc chaque fois, ils ouvrent, surtout le grand, il regarde
ils me posent des questions et ça m'évite d'aller prendre voilà, des encyclopédies, des choses comme ça parce qu'ils ont déjà tout dans mes livres de cours. Donc, on va dire que le livre a une place prépondérante à la maison. La plupart des choses qu'ils apprennent par eux-mêmes, c'est dans les livres. La plupart des questions qu'ils me posent, c'est par rapport à des choses qu'ils voient dans les livres. Et là, je suis obligée de m'exprimer sur certaines questions où je suis là, ok, d'accord, bon. Voilà. Donc, j'essaie vraiment de leur donner cette culture de la lecture et de l'écriture parce qu'ils écrivent aussi. Souvent, ils me disent, ah, maman a sorti des livres, nous aussi on a sorti nos livres. Donc, ils ont leurs livres à eux aussi avec leurs titres, leurs illustrations, leurs histoires que je connais même par cœur. Donc, voilà, ils essaient de me lire ce qu'ils ont. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte que le livre soit vraiment la base à la maison. Moi, je leur ai dit que c'est comme ça que moi, j'ai à peu près appris tout ce que je sais, c'est en lisant beaucoup. Donc voilà, ils savent qu'il faut qu'ils lisent énormément. Voilà, voilà. Et puis pour ce qui est des écrans, donc on a une tablette. Donc la tablette, on l'a toujours au bureau. Et parfois, en fait, après la sieste, donc si tout le monde a bien dormi, donc après la sieste, ils prennent un petit goûter. Et après, ils peuvent venir demander, voilà, s'ils peuvent regarder la tablette. À ce moment-là, on se programme, par exemple, un petit temps. Par exemple, je peux leur dire, OK, tu peux regarder ce qu'ils ont, je sais pas, moi, Ben 10, mais je sais pas quoi, leur dessin animé. Tu peux regarder pendant une demi-heure ce truc-là. Donc, ils se mettent là, ils regardent et après, ils me rendent la tablette. Voilà. Donc, ils peuvent regarder soit des dessins animés. Le plus petit, il aime pas les comptines, donc il regarde des dessins animés avec les grands. Et on a aussi les documentaires. Parce que je leur dis, voilà, si vous voulez apprendre un truc, vous voulez prendre la tablette, au moins, si vous avez terminé votre demi-heure de dessin animé, etc., au moins vous regardez un reportage. Donc, ils savent comment taper documentaire, ils regardent un truc genre animalier ou je sais pas quoi. Et ils viennent avec leurs questions et ça leur permet de voir un peu ce qu'on regarde dans les livres des SVT, de voir ça, on va dire, en vrai, voilà, d'augmenter leur culture, on va dire, scientifique, et même différent, voilà, on essaie de faire ça. Donc, on va dire grand maximum, si je peux compter, c'est à peu près une demi-heure d'écran par jour. Les jours où ils prennent les écrans, c'est pas tous les jours. Et sinon, le reste du temps, c'est que les livres. Voilà, c'est que les bouquins et leurs cahiers. Merci Naïma pour ce partage. Alors moi-même, j'ai supprimé l'écran. Après, c'est quand les enfants vont auprès de la famille et que là, elles se lâchent. Elles rattrapent le temps perdu, mes filles. Annick. Alors, bah, moi, j'ai pas, au niveau des écrans, j'ai la télé, je l'ai gardée. Et quand ils étaient petits, ils avaient des cartes de 30 minutes. Par contre, c'est vraiment par rapport à l'emploi du temps. Ah, non, c'était pas l'emploi du temps, mais en fait, c'était des heures. Tu as fait tes devoirs, ben, tu as droit à 30 minutes d'écran. Et c'était surtout sous condition. Tu regardes l'écran à condition que tu as fait tes devoirs. Et maintenant qu'ils sont grands, que chacun son téléphone, c'est un peu difficile, mais j'essaie toujours d'être derrière. Oui, mais là, ça fait déjà 1 heure que tu es là, donc il faudrait que tu arrêtes. Donc j'arrive quand même à les suivre, mais c'est un peu difficile. Et au niveau il y a aussi les choix, qu'est-ce qu'ils regardent, parce qu'il y en a un qui aime bien lire, et lui, il regarde beaucoup tout ce qui est les animés. Et je peux pas l'empêcher d'aller sur l'écran parce que il lit, il lit sur l'écran. Il a carrément un site où il a plein de tout ce qui est, des dessins animés chinois. Donc, lui, il aime bien ça, il fait même les dessins. Et pour les autres, il passe beaucoup de temps. Mais bon, j'essaie toujours de les lire. Donc, maintenant, tu me donnes ton téléphone. En fait, si je suis pas derrière, et ben, ça se déborde. Et quand c'est avec les autres, et ben, c'est encore difficile. Là, comme Racha, tu as dit, quand on va dans la famille, chez les amis, la famille, et ben là, ils vont rester ensemble. Dès que c'est en groupe, c'est difficile à gérer. Naïma, Quand ils merci sont beaucoup petits, Annick. on arrive facilement. Oui. Oui, tu as raison. Mais moi, j'ai une question pour toi parce que j'ai posé la question de la place de l'écran et du livre, mais c'est surtout comme tu es prof et maman. Est-ce que selon toi, tu peux sentir à l'école ou même par rapport à tes enfants, tu arrives à évaluer quand le livre n'a pas une place prépondérante dans la vie de l'enfant? Est-ce que tu sens en tant que prof, après il y a des études qui le prouvent, mais toi-même, dans ton expérience professionnelle, tu as quand même plusieurs années d'expérience professionnelle. Est-ce que tu sens l'impact sur le langage, sur la posture face à l'école, à l'éducation en général? Le livre, si, le livre a vraiment un rôle. En fait, la lecture, en général, un enfant qui est concentré, qui va passer du temps, nous, on a 30 minutes de lecture.
Ça, c'est qu'on soit devant son écran avec les animés ou devant un bouquin. Mais la lecture, c'est très important. En fait, ça permet à l'enfant d'être plus concentré dans ses études, enfin dans ce qu'il fait en général. Et au niveau langage, eh ben, ça lui permet il va avoir tendance à s'exprimer comme dans le livre, comme ce qu'il a lu. Et au niveau de la rédaction, et ben, quand il va écrire, il va être plus concentré, il va poser des questions, mais ça, j'ai vu, ça s'écrit comme ça. Et en fait, il va avoir tendance à recopier ce qu'il a vu dans le livre. Et dans le livre, eh ben, c'est bien écrit, les phrases sont bien construites. Et quand l'enfant passe du temps à lire, et ben, ça lui permet aussi dans son enseignement de recopier en quelque sorte ce qu'il a vu et ça lui permet d'évoluer. Merci beaucoup, Annick. Et Naïma, casquette maman, casquette professeur. Effectivement, quand tu regardes tous les élèves qui s'en sortent, ce sont des lecteurs. Tous. J'ai jamais vu un élève qui s'en sort, parce que chaque fois qu'un élève s'en sort, je pose toujours des questions sur ce qu'il fait, sur ceci ou sur cela. Ce sont tous des lecteurs. Pour moi, c'est une corrélation de 100%. Voilà, donc c'est juste pour ça que nous, on a mis le livre en tout premier. Souvent, ce sont des élèves qui connaissent le CDI, pas pour aller sur les ordinateurs, mais pour aller emprunter des livres. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il n'y a pas de budget dans une famille pour des livres, parce que les CDI, c'est gratuit. Vous voyez? Donc, on peut pas. Donc, vraiment, c'est clairement la plupart des élèves qui s'en sortent connaissent le CDI pour leurs livres. Et si un élève n'a jamais pris un livre au CDI ou etc., bah, généralement, il a du mal. Et là, je parle même pour les non-lecteurs, non-scripteurs, ceux qui vraiment arrivent avec un niveau, on va dire, zéro, d'accord, au collège, un niveau où ils ont vraiment du mal à se mettre à la lecture. Bah, moi, je leur conseille de regarder ne serait-ce que les lettres dans les livres. Vous voyez? Parce que prendre du temps, regarder quelques lettres dans un livre, bah, au lendemain, tu peux lire mieux les mots et ça te permet aussi de recopier le cours d'une certaine manière. Donc finalement, il y a vraiment pas d'âge pour se mettre à la lecture, mais c'est surtout que la lecture, c'est primordial pour la réussite. Pour moi, c'est obligatoire. Merci beaucoup, Naïma. Est-ce que dans le public, il y a des personnes qui veulent intervenir sur le sujet de la lecture? Oui. En fait, moi, par rapport à mon statut de formateur, c'est vrai que le public est un petit peu âgé et moi, j'ai des enfants, mes enfants sont trop petits. Je ne peux pas regarder côté vraiment élève. Mais ce qu'on ressent, nous, sur le public auquel on reçoit de temps en temps, sur les formations, genre, j'interviens sur des formations secrétariales. On a un public qui a à peu près dans les 19, 20, 21. Alors, c'est directement, on ressent, dès les premiers jours auxquels on fait connaissance avec les stagiaires, on fait des tests pour savoir, en oral et en écrit. Alors, ça se distingue directement par rapport à eux, qui est l'élève auquel se ressource toujours, n'a pas carrément abandonné l'école depuis que il a arrêté l'école, par exemple, au niveau terminal, il a eu le bac, mais il n'a pas pu continuer ou n'a pas eu le bac, mais il a arrêté. Mais s'il a fait quelques années après, quelques mois après, mais dès qu'il ou elle intègre une formation, dès le premier jour, on sent la façon dont le stagiaire parle, s'exprime. On sait très bien est-ce qu'elle fait la lecture ou pas. Est-ce que se ressource ou pas? Donc, je suis entièrement d'accord avec les deux qui ont intervenu dedans, que la lecture et l'écriture surtout, ça se ressent clairement et facilement si l'élève le font ou pas. Merci beaucoup, Abdallah. Voilà. Une autre personne va intervenir ou on va surfer sur les sujets tabous. Parce que les enfants posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions et parfois nous prennent un peu au dépourvu. Donc, messieurs, dames, Naïma ou Annick, et après le public là qui est avec nous, qui veut commencer sur la question des sujets tabous? Comment vous gérez à la maison les sujets tabous? Oui, Naïma. Pour les sujets tabous, bon, c'est une très bonne question parce que je pense qu'on ne peut pas aborder tous les sujets à tous les âges. Ça, je pense que en tout cas pour moi, c'est important de le souligner. Donc, par exemple, ce qui est de tout ce qui est, allez, la sexualité, par exemple, mes enfants sont tout petits. Et ce que je leur dis, c'est qu'il y a des choses que je t'expliquerai plus tard. Et j'essaie vraiment de leur expliquer que c'est pas que je veux pas leur en parler, mais c'est que en ce moment, je peux pas aller très, très loin. Mais il y a des choses, par exemple, dont on parle sur ces sujets, rien que sur la sexualité, le fait que quelqu'un n'a pas le droit de venir te toucher certaines parties. Je leur dis, parce qu'on ne sait jamais, un jour je ne serai pas là, je ne sais pas.
Oui, donc il y a quand même des choses que j'aborde avec eux sur les choses qui leur appartiennent et qu'ils ne peuvent pas, faut pas parce que c'est une grande personne, par exemple, que il a le droit de ceci ou de cela. Et si je leur dis, par exemple, vous êtes propre, toi, tu sais te nettoyer tout seul, toi, tu sais te nettoyer tout seul. Si, par exemple, on va quelque part, quelqu'un veut t'aider, tu dis non, c'est bon, je sais faire, je sais faire tout seul. Et je leur dis, c'est très important d'avoir une barrière par rapport à son propre corps. J'essaie de leur inculquer ça vraiment, alors que c'est quelque chose qui, on va dire, voilà, c'est un peu le rapport au consentement, le rapport à l'adulte, tout ça. J'essaie quand même d'en parler avec eux. Mais je rentre pas dans le détail de, voilà, où, voilà, ils me posent des questions. Maman, pourquoi toi, tu as le droit de faire un bisou à papa, mais moi, tu me dis que c'est quelqu'un. Je dis non, mais vraiment, c'est important que tu comprennes que là, pour l'instant, t'as pas encore ton mari, t'as pas encore ta femme. Quand tu seras grande, ben, tu pourrais faire des bisous sur la bouche. Mais sinon, quand tu vois, voilà, j'essaie vraiment mais avec des mots simples, des choses très simples. En revanche, le sujet qu'on va dire qui est tabou, dont on parle ouvertement, avec détail si vous voulez, c'est vraiment la mort. La mort, ça, j'en parle avec eux depuis qu'ils sont en âge de comprendre. Ça, on en parle et on peut même en parler. En fait, je les prépare au fait que tout ce qu'on vit aujourd'hui, on peut subir ce qu'on appelle des pertes. Moi-même, je peux partir demain ou le papa peut partir, ou l'un d'eux peut partir. Et vraiment, parce que si vous voulez, ça fait partie de notre histoire familiale. Moi, par exemple, j'ai une sœur, ma sœur jumelle, elle est plus là. Donc, je leur explique simplement, bah, elle est où? Elle est pas là. Elle est ceci, elle est cela. Et je leur parle ouvertement de ça pour qu'un jour, si jamais ça arrive et qu'on a, voilà, on doit faire face à ça, qu'ils sachent un peu que ça fait partie de la vie. Et pour moi, c'est pas un tabou. Le jour où ma grand-mère est décédée il y a quelques mois, on est parti la voir avec les enfants, alors qu'on dit non, il ne faut pas que les enfants. Je dis non, mais en fait, elle est là, elle était là hier, aujourd'hui, elle est plus là. Il faut que les enfants sachent que c'est un rituel, c'est quelque chose qui est normal, ça fait partie de la vie. On lui dit au revoir. Aujourd'hui, son corps est là, mais elle n'est pas là. Il y a tout un processus qui fait que j'ai envie que mes enfants assistent et comprennent que la vie, ben, c'est un cycle. Voilà. Donc ça, on en parle ouvertement. Il y a pas de problème là-dessus. Ils peuvent me poser des questions et là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on aborde et qu'on peut aborder sans aucun problème. Voilà. Merci beaucoup pour ta franchise, pour avoir partagé aussi ça. Parce que c'est vrai que la mort, là, j'y ai pas pensé, mais c'est un sujet qui peut être très compliqué, hein. Même plus compliqué, des fois, que la sexualité. Annick. Alors, de mon côté, c'est quand ils étaient petits, c'est vrai que il y a certaines choses pour expliquer. Comme dit Naïma, on peut pas tout dire. Il y a certaines choses qu'on peut dire, mais il y a certaines choses qu'on peut pas dire. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'ils grandissent, les questions reviennent. C'est toujours les mêmes questions, mais on les aborde différemment. Et moi, en fait, j'ai jamais eu de tabou, j'ai jamais eu ça m'a jamais gêné le fait de parler de la sexualité aux enfants, mais je leur parle différemment selon leur âge. Et le petit de 10 ans, là, j'étais restée là à la rentrée, il dit à sa sœur, ah oui, le chinini, il expliquait en fait comment on fait un enfant. Elle dit, oui, mais le chinini du garçon, là, il rentre dans le chinini de la fille. Et puis, bon, j'étais vraiment gênée. En fait, c'était moi qui étais gênée parce que le fait qu'il le dise, qu'il le sache. En fait, lui, il l'a dit sans gêne. Et puis, lui, il est tellement ouvert. Enfin, il est plus ouvert que les autres. Et il était jeune. Il en avait un bouquin sur la sexualité. Et lui, il allait, mais il lisait tout. Il disait la vulve. Et les autres, ils étaient gênés. Mais Mathé, on dit pas ça comme ça. La fille qui disait, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, et puis là, c'était vraiment ouvert. Je dis tout. Je dis tout, comment ça se passe. Donc, c'est selon l'âge. Et puis après, eux, ils apprennent, hein, ils apprennent à l'école. Donc, c'est les accompagner aussi. Je pense qu'il faudrait les accompagner parce que en CM2, il y avait le prof, il y avait l'enseignant de ma fille en CM2 qui leur avait dit, ben voilà, on va parler de la sexualité, vous allez demander à vos parents, c'est quoi la sexualité, tout ça. Donc, nous, on en a parlé, il m'a posé les questions, je lui ai répondu. Et quand il est allé à l'école, quand il est rentré, il m'a dit, mais maman, il n'y a que moi qui avais répondu aux questions, mais les autres, ils avaient honte, on leur a pas dit. Je dis, ben, c'est pas grave, mais il faut en parler, c'est comme ça, il faut en parler. Donc, c'est quand même un côté, il
en fait, il faut quand même leur dire. C'est pareil, la grande, quand elle a commencé à sortir avec, à avoir un copain, bah, il fallait que que je lui dise, que je lui explique. C'est vrai elle était grande, mais que ça soit pas non plus un tabou pour moi pour lui dire, bah, comme nous on a vécu, c'était hors de question de sortir. Il faut attendre le mariage. Je lui dis, bah, écoute, seulement, il faut faire attention. Il faut d'abord penser à son avenir plutôt que de penser à se marier, à faire des enfants. Et bon, vu que j'étais ouverte avec elle, je lui expliquais la vie, comment c'était, et ben, pour elle, c'est d'abord mes études. Et puis pour le reste aussi, ben, comment j'entame la même conversation et bon, ça va, ça se passe bien. J'ai pas de tabou en fait au niveau sexualité, j'ai pas de tabou. Et puis comme Naïma a dit aussi au niveau de la mort, ben moi quand je parle beaucoup aussi de la mort. Je cache pas quand je vais à l'enterrement, je leur explique et des fois ils regardent parce que nous on habite à côté du cimetière, enfin ma mère plutôt, et on passe souvent devant le cimetière. Et des fois il y a des gens et je leur explique et ben quand on est mort, on est enterré et puis, bon, ils savent, hein, c'est pour des choses, pour beaucoup de choses, je sais pas, je bloque pas. Je préfère leur en parler. Merci beaucoup. Donc, Naïma, Annick, donc j'ai bien compris, c'est les sujets tabous, c'est plus accompagner l'enfant, ne pas laisser au Oui, hasard certaines surtout. questions et que ça soit abordé plutôt dans la cellule familiale, c'est bien ça, Oui. pour Mm. justement, bah, c'est l'éducation, en gros. C'est le rôle dans l'éducation des parents d'aborder, même si parfois c'est difficile, sachant que ce que j'ai bien compris, c'est que dans les programmes scolaires, il y a des choses qui ont évolué et que de toute évidence, comme on fait les maths, le français à la maison, bah, on parle aussi parfois de sexualité sur les termes, voilà, dans la sensibilisation des enfants, je pense, sur certains sujets, par rapport aux violences sexuelles, je pense, et aussi par rapport à l'anatomie aussi du corps. Parce que, à un moment donné, quand on veut être médecin, par exemple, ou gynécologue, ce sont des métiers, bah, à un moment donné, il faut aborder le corps humain dans son entièreté et nommer les parties du Mm. corps. C'est bien ça. Oui. En tout cas, merci beaucoup. On va finir par la dernière partie. Est-ce que, avant de finir avec la dernière partie de ce webinaire qui concerne les conseils, vous, en tant que professionnel, que vous pouvez donner aux parents qui vont regarder cette vidéo, est-ce que dans le public, il y a des personnes qui veulent réagir par rapport au sujet tabou? Je vais intervenir juste par rapport à mon expérience personnelle, en fait. Donc, moi, j'ai 5 enfants, dont 3 filles. Donc, là, en ce moment, dont la dernière, elle a 3 ans, l'aînée, elle a 11 ans, 13 ans, et la seconde, elle a 11 ans. Donc, la seconde, ça fait juste 2 semaines qu'elle est devenue pubère. En ce qui concerne la sexualité, en fait, avec mes 2 premiers qui ont 22 ans, ce sont des jumeaux, des garçons, c'était beaucoup plus facile pour moi d'en parler. Parce que quand ils sont nés, en fait, c'est moi qui me suis mis en congé parental pendant 2 ans. Donc, j'ai eu vraiment cette complicité. Et si c'est à refaire, je le referai. Donc, mais après, avec les filles, c'était plus la maman qui s'en occupe. Donc, il y a des sujets auxquels elles auront juste le temps de me poser la question, mais je ne leur donne pas la réponse de suite. Je vais d'abord en parler avec la maman pour savoir comment je vais aborder. Donc, ce qui fait que tout ce qui est sexualité, tout ce qui se rapporte à leur corps, c'est plutôt la maman qui les aborde. Mais en ce qui concerne la mort, je les ai parlé ouvertement par rapport à mon histoire personnelle. J'ai perdu mes parents très jeunes et au mois de février de cette année, donc il y a eu mon beau-père du côté de mon beau-père qui est décédé. Il est décédé dans une condition un peu difficile parce que ça fait 20 ans qu'il avait fait un AVC, il vivait en métropole et que sa santé s'est dégradée. Donc on l'a parti à Mayotte le samedi, il est décédé le samedi suivant. Donc il habitait avec nous. Et donc, quand ça s'est arrivé, les filles avaient juste la chambre à côté. À 2 heures du matin, ils voyaient des va-et-vient. Donc, pour les protéger, je les ai réveillés. Je dis, bon, il s'est passé quelque chose, mais je prendrai le temps de vous parler. Donc, on les a mis dans notre chambre, la chambre parentale, qui était un peu éloignée. Donc, à ce moment-là, c'est là où je leur parlais de mon histoire personnelle. Pourquoi moi, je suis de Morona-Béja, je suis marié à Mzouazia. Pourquoi chaque fois qu'on en va à Morona-Béja, ils ne voient pas mes parents. Donc, justement, je leur ai parlé justement de ce cycle de la vie. Et puis, pour leur faire comprendre, alors, la fin de vie, après la mort, on va mettre où? Ils ne comprenaient pas tout ce va-et-vient. Et puis, tout d'un coup, en fin d'après-midi, le papy n'est plus là. Et je lui ai parlé qu'il y a ce qu'on appelle le cimetière. Donc, là où il est enterré, c'est un peu éloigné du village de Mzouazia. Mais j'ai pris quand même le temps, 6 mois après, de les amener pour voir là où c'est le grand-père. C'était un choc pour l'aîné qui a de 12 ans et demi, qui va avoir 12 ans et demi.
de comprendre que la fin de vie, justement, la personne se trouve sous terre. C'est ça qui l'a choqué. C'est ça qui l'a choqué. Il me dit, comment est-ce que, en tant qu'humain, on peut creuser un trou et mettre quelqu'un qu'on a tant aimé? C'est ça la question que j'arrive pas à répondre jusqu'à présent. Voilà. Merci beaucoup, Tadjidine, pour ce partage d'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou bien on finit par les conseils de nos deux invités, Annick et Naïma, pour les parents sur l'ensemble en fait des sujets que nous avons abordés, mais surtout dans la casquette professionnelle, c'est-à-dire Annick, elle est directrice de centre de formation, donc elle est emmenée justement à aborder la question de la parentalité, au-delà en fait d'être parent. Il y a Naïma qui est là, qui est professeure, donc elle va nous donner ses conseils en tant que professeur pour les parents sur les différents sujets, suivi de la scolarité, la place des livres et des écrans. Sur les sujets tabous aussi, tu es professeur de sciences de la vie et de la terre, hein, même si peut-être que ça concernera peut-être pas l'être humain, peut-être oui, ça concerne l'être humain. Tu abordes, donc voilà comment aborder ces sujets-là dans l'aspect, en fait, l'aspect scolaire. Voilà, donc je vous laisse, mesdames, vous exprimer. Ok, je vais peut-être commencer. En fait, clairement, si c'est en rapport avec ou même en rapport avec la réussite de nos enfants en général, donc que ce soit leur réussite scolaire ou la réussite de leur vie, j'ai pas dit dans la vie, hein, mais de leur vie, pour moi, c'est pas pareil. En fait, clairement, je pense que nous, les parents, on a un rôle qu'il faut prendre en main, il faut se responsabiliser dès lors qu'on a mis l'enfant au monde. Et ce rôle-là, c'est un rôle à assumer, c'est un rôle qui est... Je pense qu'en tout cas, la période vraiment cruciale, c'est vraiment le postpartum, le moment où, pendant les 3 ans, pendant lesquels l'enfant, il est sorti, il est là, et nous, on doit changer notre rôle. On a été l'enfant d'eux pendant très longtemps, et là, on devient le parent d'eux. Et donc là, je pense qu'en tant que parent, déjà, il faut qu'on apprenne à se connaître et à savoir en fait quelles sont nos limites, parce qu'on a tous des limites, et savoir les travailler, savoir, OK, là, de mon côté, il y a ça qui est vraiment compliqué, que je dois travailler, parce que j'aimerais pas transmettre ça vraiment à mes enfants. Donc, il faut savoir quelles sont ses limites, se travailler là-dessus. Et pendant le postpartum, donc la période où l'enfant ne va se rappeler de rien au niveau conscient. Il va se rappeler au niveau inconscient, mais au niveau conscient, il ne va pas se rappeler de rien. C'est une période où on va faire beaucoup d'erreurs et c'est une période où on apprend à devenir vraiment des parents. Et après ça, l'enfant, quand il a 4 ans, il a ses premiers souvenirs. Donc là, on va dire qu'on a eu le temps de s'éduquer nous-mêmes et de choisir quel type de parent on voulait être. Je pense que cette période-là, il ne faut pas la négliger. C'est une période pendant laquelle il faut faire une bulle. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas être ici, apprendre à être parent et être partout dans toutes les causes. Pendant ce temps-là, on n'a pas ce temps-là de se créer en tant que parent pour l'enfant. Donc, je pense que c'est une période vraiment à respecter. Cette période-là pendant laquelle l'enfant va apprendre qui il est, mais nous, on apprend aussi qui on est. Et après, à partir de ce temps-là, on peut maintenant évoluer. L'enfant, il sort maintenant du cadre juste parental. Il peut être avec d'autres personnes. Il peut aller à l'école. Il peut faire ceci, cela. Donc, c'est une période où on peut lâcher un peu du lest. Et là, maintenant qu'on a mis les bases, aller maintenant sur le concret du concret et le quotidien. Vraiment, je pense que c'est une période où il faut travailler sa psychologie, il faut travailler ses émotions. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur la gestion de la colère, notamment, parce que dans la colère, je sais que nous, dans notre éducation, on dit qu'on a une société matriarcale, mais c'est aussi une société où, dans la colère, les mamans disent beaucoup de choses. Et moi, c'est quelque chose, je pense qu'il faut travailler beaucoup, hein, parce que dans la colère, on peut même maudire. Il y a des gens, ils maudissent leurs enfants dans la colère, ils les insultent. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, si on n'a pas travaillé, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être blessant, mais complètement. Donc, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et maintenant, en tant que professeur, je pense que de ce que je vois, d'accord, parce que moi, on va dire, j'ai commencé à enseigner mes premiers élèves, ceux qui avaient 15 ans à l'époque, aujourd'hui, ils ont 25 ans. Donc, il y en a, j'ai des contacts avec eux, certains avec leurs parents. Et je vois bien, en fait, qu'il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petits succès, il n'y a pas de petites réussites, d'accord? Donc, savoir que tout ce qu'on fait à la base, eh ben, c'est ce qui va grandir plus tard. Si l'enfant sait que derrière, il y a des gens qui croient en lui, qui le soutiennent, qui l'accompagnent, même si on n'a pas un grand niveau en tant que parent, il y a des parents qui n'ont pas forcément un très, très grand niveau scolaire, mais ils accompagnent leurs enfants. Donc, si l'enfant voit qu'il est aimé, qu'il est choyé et qu'il peut aller quelque part, généralement, il va quelque part. Voilà, c'est ça que je voulais transmettre. Il n'y a pas trop de hasard à ce niveau-là. Un enfant qui se construise tout seul, malgré le rejet, malgré, etc., c'est très rare. Ok? Donc, parfois, c'est pas le parent, parfois, ça doit être un professeur, mais un enfant doit avoir
des gens qui l'encouragent. C'est comme un joueur de foot, s'il n'y avait pas de supporters, il ne ferait pas les mêmes matchs. Donc, il y a à un moment donné, l'encouragement, ça va beaucoup impacter la vie d'un enfant au niveau scolaire, au niveau professionnel. D'accord? Donc, voilà, simplement qu'il faut apprendre à encourager nos enfants. S'ils sont pas très, très forts dans certains domaines, ben, les encourager justement à aller plus loin, leur dire qu'on n'est pas là pour chercher la perfection, mais travailler sur une notion, ben, ça peut aider. Demain, ça peut donner plus confiance. Donc, vraiment, je pense que voilà, il faut pas, il y a pas de fumée sans feu. Et puis aussi, il n'y a pas de réussite sans travail. Voilà. Donc, simplement ça, les accompagner, les aimer et être conscient qu'on n'est pas parfait aussi. Voilà. Merci beaucoup, Naïma. Annick, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, oui, oui. Ben moi, je rejoins complètement Naïma parce que c'est pour dire que ben, on n'est pas né parent. On apprend à être parent et c'est quelque chose qui est très important. C'est notre façon d'élever nos enfants qui vont faire que nos enfants, en fait, notre éducation est l'image de ce qu'on va donner à ces enfants. Donc, quand on commence, quand le bébé est tout petit, eh ben, on sait changer la couche, mais on sait pas comment on va faire pour l'élever. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure qu'on apprend à se gérer. Il faut aussi se gérer parce que il y a la colère qui peut dépasser. Ouais, à un moment donné, j'étais avec la grande. C'est vrai que c'était très difficile parce que j'avais eu en plus des pressions au niveau du papa qui était parti et puis bah qui mettait tout sur moi. Et ces colères-là, j'arrivais pas à de sortir. Mais petit à petit, j'ai réussi déjà à lui en parler parce que quand j'en parlais pas, je lui disais rien parce que je voulais pas non plus qu'elle rentre dans cette histoire-là. Mais à un moment donné, elle l'a découvert toute seule et puis bon, puisqu'elle a découvert, je lui en parlais. À chaque fois, je lui en parlais. Et quand je lui en parlais, la colère partait et puis on discutait, on parlait beaucoup ensemble. Et puis après, petit à petit, c'est venu. J'ai appris à être parent et là maintenant, je prends plus le rôle de accompagner. Et je pense que si on accompagne l'enfant se sent, même si on n'est pas là tout le temps, comme a dit Naïma, on peut pas être partout parce qu'il faut qu'on aille travailler, mais les accompagner quand ils sont là, quand ils sont pas là, les accompagner dans leurs devoirs, dans leur activité, dans tout. Ils ont besoin de quelque chose, et ben ils appellent, maman, est-ce que, qu'on soit là? Qu'on soit là pour eux. Et c'est important, c'est très important. Accompagner un enfant, l'aider à grandir en autonomie. Il devient autonome petit à petit parce que il y a les parents qui sont derrière. Donc voilà, c'est tout, c'est le conseil que je voulais donner. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, Naïma. Merci à tous. C'était une très, très belle conclusion. Merci pour tout. Et je vous envoie la vidéo dès qu'elle est prête. Très bien. Ça marche. Merci à Merci. toi, Rafa. Merci à tous et contente de la rencontre avec tous les intervenants. Donc, merci à tous et au plaisir de se revoir. Et au revoir à tout le monde, ça a été un plaisir. Allez, au revoir et bon appétit à tout le monde. Bon appétit. Au revoir. Bon appétit pareil à vous.